Bonjour Catherine Duflot, bonjour professeur Mion. Bonjour, Bonjour. Alexandra. Merci pour ce temps d'échange que vous avez bien voulu me consacrer. Alors je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Catherine Duflot, vous êtes docteur en biologie humaine et spécialisée en régulation des émotions auprès du professeur Mion. Et professeur, vous êtes gastro-entérologue et pathologue, vous êtes professeur de physiologie à la faculté de médecine de Lyon et à l'initiative de l'école du ventre dont vous allez nous parler. Alors, on évoque désormais près de 10 millions de Français qui souffrent de maladies digestives chroniques. Donc, ça peut concerner aussi bien une maladie liée au gluten comme la maladie cœliaque ou l'hypersensibilité au gluten non cœliaque ou une MICI comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique ou encore notre fameux syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle qui est souvent utilisée par les gastro-entérologues. Alors, cette pathologie, en fait, elle touche entre 5 à 10% de la population. C'est une pathologie qui est complexe et multifactorielle. Il y a un diagnostic aussi qui, alors, elle est classée, pardon, dans les désordres de l'axe intestin-cerveau. Vous allez nous en parler, c'est important. Et elle a un diagnostic qui est un peu particulier également. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez, professeur, au travers de votre école du ventre. Oui, merci. Donc oui, brièvement, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une pathologie, donc comme vous l'avez dit, qui est fréquente, hein, qui atteint, ou en France, on estime à peu près 5% de la population générale, et qui associe donc des douleurs abdominales et des troubles du transit. Il y a également un impact de l'alimentation qui est assez fort en général sur les symptômes, et puis d'autres symptômes associés comme par exemple les ballonnements, les flatulences, différents inconforts digestifs. Donc voilà pour la symptomatologie qui doit évoquer ce diagnostic. En ce qui concerne le diagnostic, on n'a pas de marqueur positif permettant de dire, bah voilà, ce patient a un syndrome de l'intestin irritable. Néanmoins, le diagnostic positif doit être porté assez rapidement en faisant un minimum d'exploration qui permettent de s'assurer que justement il n'y a pas par exemple, de maladie cœliaque, comme vous avez dit, ou de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mais une fois ces quelques explorations réalisées, il faut conforter le diagnostic et ensuite expliquer aux patients de quoi il s'agit et quelles sont les modalités éventuelles de la prise en charge. Très bien. Je voudrais qu'on aborde maintenant la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Alors, je voudrais évoquer une étude qui est sortie, enfin qui a été publiée dans The Lancet et qui est sortie en juillet 2021, donc il y a moins de 2 ans, qui a été réalisée conjointement par des équipes australiennes à Melbourne, donc l'équipe de gastro-entérologues de l'hôpital Saint-Vincent et puis l'équipe de la Monash University qui est déjà connue, elle, pour son régime low FODMAP, on va en parler. Cette étude, elle met en lumière ni plus ni moins en fait les effets bénéfiques en fait d'une prise en charge pluridisciplinaire avec un accompagnement diététique et psycho-émotionnel versus un traitement médicamenteux traditionnel. Et on voit donc que les bénéfices sont relativement importants. Et en termes de santé publique, l'étude souligne également que les dépenses de santé sont réduites fortement en fait en déployant cette méthodologie. Et c'est ni plus ni moins, je pense à l'école du ventre, l'ADN de ce que vous avez mis en place à Lyon, professeur. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vrai que une fois que le diagnostic est porté, souvent la prise en charge est décevante pour les patients parce que bon, on leur explique qu'ils n'ont rien de grave, que finalement tout va bien et que ils doivent un peu se débrouiller par eux-mêmes pour retrouver des moyens d'améliorer leurs symptômes si les traitements dont on dispose, qui sont peu nombreux, ne marchent pas. Et donc clairement, cette approche n'est pas adaptée et conduit à ce qu'on appelle entre guillemets une errance médicale, mais les gens vont aller chercher euh, d'autres réponses à leurs problématiques, rencontrer d'autres praticiens qui vont réaliser d'autres examens, éventuellement se tourner vers les médecines alternatives ou d'autres solutions. Donc clairement, on a besoin d'une prise en charge globale du patient souffrant du syndrome de l'intestin irritable. On sait que dans la physiopathologie qui est complexe, mais il y a certainement des anomalies au niveau du tube digestif qu'on ne sait pas bien déceler, mais des anomalies par exemple de la perméabilité intestinale, du microbiote, une hypersensibilité intestinale, et puis également
des troubles, souvent enfin, on va dire des troubles psychologiques, notamment un contexte anxieux qui est fréquemment présent chez ces patients. Donc la prise en charge doit être forcément pluridisciplinaire, et c'est un peu l'idée qui est derrière cette école du ventre que nous avions mis en place, où Alors concrètement, oui, comment nous ça se passe prenons. quand un patient arrive au sein de votre école? Donc voilà, donc en général, on les voit au préalable en consultation pour leur expliquer un petit peu la problématique, s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas d'autres diagnostics. Mais en pratique, on les prend au cours d'une hospitalisation d'une journée où on va réaliser certains tests complémentaires qui n'auraient pas été réalisés jusque-là. Ils seront vus évidemment par un médecin de l'équipe, et puis également avec une prise en charge diététique, notamment pour évaluer leur alimentation habituelle, et puis essayer de mettre en place notamment le régime pauvre en FODMAPs, que vous avez souligné, c'est-à-dire un régime pauvre en sucre fermentable, et puis également une prise en charge psychologique par une technique qu'on appelle la résolution émotionnelle, qui est un peu une nouvelle technique qui peut tout à fait s'appliquer dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, et dont nous évaluons l'impact dans le cadre de ces séances d'école du ventre à Lyon. Très bien. Alors, concernant justement l'accompagnement diététique, professeur, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes intolérances alimentaires? Oui, je pense qu'effectivement, dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, on voit que les patients ont souvent les symptômes qui sont déclenchés par la prise alimentaire. Alors, même s'il est difficile souvent d'identifier un type d'aliment plutôt qu'un autre qui va être responsable des symptômes, je crois que clairement, bon, il y a une série de régimes qui ont pu montrer une certaine efficacité sur l'amélioration des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Bon, le plus connu actuellement et celui qui a été le mieux démontré, c'est le régime pauvre en sucre fermentable, pauvre en FODMAPs, mais également donc les régimes pauvres en lactose pour les gens qui souffrent d'un déficit en lactase, qui est une enzyme importante du tube digestif pour digérer de lactose, ou bien, sans parler de la maladie cœliaque, mais il existe indiscutablement aussi des intolérances au gluten. Et puis, il est clair que l'alimentation moderne, avec les aliments ultra transformés, les additifs, peuvent sans aucun doute également entraîner des symptômes digestifs. Bon, des études récentes ont montré l'impact, par exemple, de certains de ces aliments ultra transformés ou des additifs sur les modifications du microbiote humain. Donc, on peut imaginer que ces modifications délétères sur le microbiote puissent avoir un impact également négatif sur les symptômes digestifs. Donc voilà, et donc il faut faire attention à l'alimentation. Il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose qui nous conduirait à faire des régimes d'exclusion très stricts qui pourraient être délétères, mais voilà, des régimes ciblés, accompagnés, et en faisant attention à ce qu'on mange, nous aideront certainement à améliorer le quotidien des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Très bien. En termes de, vous nous parliez de modulation du microbiote, les probiotiques aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez, pardon? Oui, alors ça fait partie des possibilités effectivement concernant la prise en charge de ce syndrome de l'intestin irritable. Il y a probablement un certain nombre de patients qui souffrent de syndrome de l'intestin irritable qui ont une dysbiose, même si on ne sait pas à l'heure actuelle évaluer cela de façon correcte à l'échelon individuel. Mais donc, c'est vrai que les manipulations de ce microbiote, que ce soit par des régimes, que ce soit par l'utilisation de probiotiques, ou éventuellement, bon, il y a eu des études qui suggèrent, par exemple, que la transplantation de microbiote fécal pourrait être aussi une piste intéressante dans certains cas. Bon, tout ça reste à démontrer dans le futur, mais je pense que c'est quand même des pistes sur lesquelles on peut travailler avec les patients, conjointement avec les autres approches que j'ai développées précédemment. Très bien. Je voudrais qu'on revienne alors sur le volet, Catherine, si vous voulez bien, la prise en charge psycho-émotionnelle, et puis que vous nous déployiez un petit peu les outils à disposition et ce qui est préconisé à l'école du ventre, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, effectivement, ce qui peut être préconisé dans certains services, c'est par exemple l'hypnose, qui est un état de conscience modifié qui a déjà été prouvé justement en imagerie médicale, l'IRM fonctionnelle et PET scan notamment, et ça nous permet effectivement, les choses sont perçues autrement.
Et ça va permettre de mettre à distance dans le cerveau un certain nombre de choses. Après, il y a aussi le MDR, qui est le terme, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est surtout utilisé pour des troubles de stress post-traumatique. Et ça retraite effectivement une information par le mouvement latéral des yeux et pour permettre au niveau du cerveau ce qu'on appelle une résolution adaptative. Après, effectivement, il y a une autre technique, une méthode qui est un petit peu plus simple et qui s'appelle EMRES, qui est Emotional Resolution, et qui va permettre justement, c'est ce qu'on teste à l'heure actuelle au niveau de l'école du ventre, qui va permettre d'évacuer justement les blocages émotionnels, qu'ils soient récents ou un peu plus anciens, qui sont plus ou moins cachés aussi, qui vont s'exprimer de façon différente, c'est-à-dire soit des troubles anxieux, soit des phobies, soit des dépressions, des TOC, etc., des addictions, des troubles psychosomatiques. Et c'est ce qui nous a plus intéressé au niveau de la résolution émotionnelle, c'est ce côté trouble psychosomatique qui peut se répercuter sur l'axe cerveau-intestin. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a intéressé justement de pouvoir l'utiliser parce qu'on ne peut pas porter son attention à la fois sur les sensations physiques et sur les pensées. Et comme l'émotion se traduit toujours par des sensations physiques qui sont désagréables, et bien, en cas d'émotion, effectivement, soit on est conscient de nos sensations physiques, soit effectivement on est dans nos pensées. Et c'est ce passage rapide de l'une à l'autre qui fait qu'on va avoir une agitation qui va effectivement s'amplifier. Et donc, nous, dans effectivement, la mise en place de la résolution émotionnelle, c'est se focaliser un petit peu plus sur ce qui se passe dans le corps pour mieux évacuer et mettre à distance la pensée et donc, effectivement, le côté psychosomatique en particulier. Très bien. Mais écoutez, rien à rajouter, professeur? On a balayé les différentes approches. Oui, non, je confirme effectivement l'importance de tout ce qui va permettre de gérer le stress et les émotions pour les patients. L'avantage de la résolution émotionnelle, c'est son côté de mise en place assez simple. Les patients peuvent se l'approprier de façon assez rapide et assez simple et donc peuvent l'utiliser dans toutes les situations justement où ils sont en conflit, en stress, etc. Donc ça, c'est vraiment une technique qui me semble vraiment intéressante et pleine d'avenir. Bon, clairement, la prise en charge psycho-émotionnelle ne se résume pas à ça. Et par exemple, l'hypnothérapie, il y a eu de nombreuses études montrant l'efficacité de l'hypnothérapie dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Mais voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant et je crois que il faut vraiment insister auprès des patients sur le fait que dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, la guérison n'est pas forcément ne sera pas forcément atteinte, mais l'objectif quand même dans cette prise en charge multidisciplinaire, c'est leur permettre aux patients d'améliorer les symptômes et de mieux gérer ces symptômes qui peuvent être perturbants au quotidien. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup pour toutes vos informations et j'invite du coup nos auditeurs touchés d'un syndrome de l'intestin irritable à se rendre ou sur le site en fait de l'hôpital Édouard Herriot ou sur le site digestime.com. Merci beaucoup, professeur, et merci, Catherine. Merci Alexandra.